Adéquation individu-projet, comment concilier ces deux notions? Individu et projet, voilà deux concepts qui intègrent en toute légitimité le champ des sciences sociales, et c'est par une approche sociologique que je vais tenter d'analyser ce qui a été formulé lors de la table ronde consacrée à cette thématique. On peut constater que la notion de projet connaît depuis plusieurs années un engouement croissant à l'échelle des organisations aussi bien qu'à l'échelle individuelle. On lui attribue le plus souvent un caractère de mouvement, de transformation, de changement, tant au cœur des organismes publics et privés qu'auprès des acteurs porteurs du projet. Donc, on peut dire que individu et projet, c'est une relation qui engage. Face à un projet individuel, compris dans des dimensions psychologiques et existentielles, comme nous le verrons plus loin, identifié comme projection de soi, cadré par des processus d'auto-évaluation en termes de compétences, les moteurs peuvent être variés et nombreux. Mais souvent, le montage virtuel du projet entraîne une anticipation des risques. Il est difficile alors de ne pas prendre en compte ce qui semble constituer des freins à l'entreprise de création. Nous verrons donc quels sont les moteurs, mais aussi les freins de cet engagement. En ce qui concerne les moteurs, on peut dire que le premier, c'est le désir, entre dépassement et réalisation de soi. Vécu par certains comme une nécessité d'entreprendre, certains même se définissent comme des entrepreneurs dans l'âme, le projet doit être posé comme le reflet identitaire de l'individu, une projection extérieure de soi dans une action transformatrice sur le réel. Perçu comme dépassement de soi à travers une expression singulière d'une identité non moins singulière, le projet autorise à transformer le « ce que je suis » en ce que je fais. Il constitue une interface spatio-temporelle puisqu'il relie l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire l'individu et le social, et le présent au futur, le projet comme trajectoire dans le temps. C'est donc fondamentalement un processus dynamique qui entraîne l'individu à être par ses actes et non pas uniquement selon des déterminismes socio-économiques et ou culturels. Le projet nécessite un regard appliqué sur soi-même afin de mieux saisir ce qui fait sens en la personne qui désire entreprendre, car les sciences sociales nous apprennent que les conduites individuelles ne sont jamais dépourvues de sens. Ainsi, la construction d'un projet s'inscrit dans des impératifs psychologiques de développement de soi à partir d'une histoire individuelle, singulière, réception interne de la nécessité de créer par la mise en œuvre de capacités symboliques, et mobilise des aptitudes opérationnelles dirigées vers l'extérieur, la mise en œuvre concrète de dispositifs de création. Une dialectique entre subjectivité, le rêve, l'envie, la passion, le désir d'entreprendre, et objectivité, le projet mis en action concrètement, dans laquelle le sujet est pleinement auteur et acteur. Le projet devient alors synonyme de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Il accorde le sentiment de maîtriser l'avenir en optimisant l'adéquation entre vie active et développement personnel. Le désir d'entreprendre se comprend également comme une forme d'altruisme. La notion de projet étant étroitement associée à celle d'action, de changement à visée transformatrice, elle s'inscrit dans un social déjà existant. C'est en observant ce social qu'émergent en général les perspectives de projet. Cette mise en mouvement d'un processus mental a pour ambition, le plus souvent, autant soi-même que les autres. Le projet s'inscrit dès lors dans une démarche individuelle et collective puisqu'il établit une liaison entre individu et son environnement. Jugeant les réalités sociales auxquelles les candidats au projet sont confrontés, il semble naturel que celui-ci soit perçu comme un outil pour remédier à certains aspects de ce social. Notamment, un des premiers aspects, c'est la création d'emplois. On peut donc estimer qu'une certaine sensibilité sociale détermine pour une part la volonté d'entreprendre. De même, d'autres éprouvent le besoin de faire rêver, de rendre la vie plus agréable. Je cite des propos des participants à la table ronde. Le produit qui pourrait être proposé à travers le projet d'entreprendre doit dès lors répondre à une nécessité de bien-être, de confort ou d'évasion, mentale ou physique. Le rôle que s'attribue le concepteur du projet va ainsi au-delà de ses propres espérances en incorporant un désir collectif de mieux-être. Une autre approche, tout aussi altruiste, revient aux individus qui souhaitent réintégrer leur pays d'origine, après avoir fait des études par exemple en France, en emportant avec eux un projet s'appuyant sur un savoir-faire et des compétences mises au service du pays d'appartenance. L'idée d'être utile, voire redevable, comme certains le formulent, semble prégnante dans le discours de ces candidats. Créer son entreprise à l'étranger engage des compétences particulières. Il faut développer, donc je cite des propos, des capacités d'adaptation au rythme de vie, aux coutumes, avoir la connaissance du tissu social, du climat politique, économique, culturel, de l'endroit où l'on s'implante. Il revient au porteur du projet d'être attentif aux besoins, aux contraintes politiques, culturelles, économiques
liées au pays déterminé. Pour implanter une idée, nous dit quelqu'un, sur un autre territoire, il faut être ouvert d'esprit et connaître les besoins. Le troisième point qui constitue un moteur important, c'est l'environnement favorable. Initiative personnelle, contraintes choisies, le désir d'entreprendre qui se concrétise dans la mise en forme d'un projet ne s'inscrit pas moins dans un vaste réseau organisationnel, relationnel et communicationnel qui n'est en rien antinomique d'un souci d'indépendance. La référence à l'autre social dans la réalisation de soi est alors une nécessité et inscrit le projet dans une dimension humaine qui peut tendre à alléger le poids de la responsabilité d'accomplir la tâche que l'on s'est assignée. Ainsi, même si le projet reste l'initiative d'un seul individu, il engage son concepteur dans un processus relationnel, un réseau de sociabilité au gré des rencontres opportunes qui fera des autres des partenaires. Il semble clair qu'il ne peut en faire l'économie. Et ce qui revient fréquemment, c'est l'idée qu'il faut nécessairement se construire un carnet d'adresses. On peut ainsi parler de deux niveaux d'engagement, l'individu porteur du projet et la construction d'un environnement propice à sa réalisation. Et c'est au cœur de cette interaction que le projet prendra forme et consistance. Les interactions qui naissent d'un environnement favorable contribuent donc à ce que le projet ne devienne pas une geôle mentale, un enfermement qui détache de la réalité sociale dans laquelle il doit s'inscrire nécessairement. Tout projet, s'il veut aboutir, doit être réactif au monde social, collé à une réalité déjà là, ou répondre à un besoin existant pas ou peu. Le projet doit donc faire preuve de réalisme social au risque de n'être que pure utopie. Et enfin, un des derniers moteurs, c'est la dimension pragmatique. Existerait-il un profil type de l'individu désireux d'entreprendre? Parce que le monde est mobile et que les changements rapides affectent tous les secteurs de la vie sociale, l'adaptabilité et la réactivité deviennent des compétences essentielles dans le monde entrepreneurial. Une réactivité, un sens de l'opportunité qui ne sont pas sans garde-fou. De même, la multicompétence, la polyvalence constituent des atouts indéniables en termes d'efficience. Les futurs entrepreneurs ont bien conscience qu'il n'y a pas de place pour l'aléatoire, le hasard, l'incertain. Un projet se construit dans la durée et il faut nécessairement se donner le temps pour franchir les étapes. Abordons maintenant les freins. Du projet à l'action, l'acteur pénètre une dimension anticipatrice dans laquelle il tente à modéliser le projet. Cette projection le renvoie à ses capacités, à la conscience de ce qu'il peut faire ou ne pas faire, à la prise de risque et à la crainte de l'échec, un échec d'autant plus lourd de conséquences que la responsabilité d'accomplir les objectifs repose sur les épaules d'individus qui doivent assumer personnellement toutes les conséquences du projet en termes de charge de travail. Il y a de nombreux a priori qui constituent des freins. L'idée d'entreprendre, par exemple, croise nécessairement celle de l'échec. Cette crainte et les doutes qu'elle génère se rattachent à l'implication personnelle de l'individu dans son projet. Certains disent, le souci, c'est qu'on vit l'échec avant même d'y faire face. De nombreuses interrogations se posent alors. Comment faire face aux difficultés financières? Comment assumer seul le poids de son entreprise? Comment réagir face à des difficultés qui impliqueront à la fois soi-même, mais aussi les partenaires de l'entreprise, et notamment les salariés? Comment émerger dans un marché qui semble saturé? Comment s'introduire sur un marché en respectant les règles élémentaires de déontologie, notamment en matière de concurrence? Comment trouver le juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle? Comment inscrire de façon pérenne son entreprise à la fois dans le temps et dans l'espace? Le projet ne risque-t-il pas d'orienter vers un avenir incertain et par là même vers une perte de contrôle de son futur? Une peur de l'inconnu, d'autant plus prégnante qu'un individu peut être tenté par l'aventure sans avoir d'idée précise du secteur d'activité dans lequel il souhaite s'engager. Malgré les embûches qui peuvent jalonner le parcours du candidat à l'entreprise, une chose semble claire pour beaucoup d'entre eux. Il faut utiliser ses craintes pour avancer. La peur, les doutes deviennent des outils au service d'une remise en cause de ses compétences, de ses aptitudes. Suis-je à la hauteur? C'est une vision dynamique qui rattache l'individu à son projet. Une dynamique avec l'environnement extérieur, mais aussi et surtout avec soi-même. On apprend de ses erreurs, mais la tentation peut être grande en général d'abandonner toute perspective d'entreprendre à la suite du premier échec, car rien ne semble aussi décisif qu'une première expérience. Toutefois, la mise en action de certaines compétences, telles que la résilience, le désir de rebondir, la persévérance et l'adaptabilité, devient un outil majeur dans le parcours de l'entrepreneur. La jeunesse est-elle un handicap? Autrement formulé, l'expérience prime-t-elle sur les compétences? Pas nécessairement, en croire les opinions des intéressés.
Bien sûr, il faut apprendre préalablement comment agir, comment entreprendre, comment gérer. Et il est bien clair que le manque d'expérience peut constituer un frein dans la création d'entreprise. Mais à l'idée de jeunesse est également associée celle de disponibilité. Dès lors, pour certains, il semble plus facile de s'engager dans cette voie à une période de la vie où les risques paraissent atténués, notamment les risques financiers. Lorsqu'on est engagé dans une vie de famille, par exemple, il semble difficile de prendre des risques, de perdre une certaine zone de confort. Suivre le chemin de l'entrepreneuriat, c'est mettre à l'épreuve pratique le savoir théorique accumulé au cours de la formation. Cet aller-retour entre théorie et pratique peut être plus aisé pour de jeunes candidats. Et même si le chemin risque d'être semé de doutes, car il y aura forcément des doutes, ceux-ci ne sont pas forcément générateurs de freins. Ce qui compte, c'est avoir confiance en soi. Pour conclure, je dirais que la tension entre individu et projet est exacerbée, prise dans une double injonction parfois contradictoire. D'un côté, mener à terme ses ambitions afin de s'épanouir dans un marché du travail devenu anxiogène, et d'un autre, la nécessité de faire preuve de réalisme en prenant en compte les difficultés et les risques encourus. La création d'entreprise est donc une aventure, elle est constituée d'obstacles à surmonter, mais une aventure calculée où les risques sont évalués au point parfois de décourager, mais le plus souvent d'encourager les candidats. Dès lors, et au regard de tout ce qui a été formulé par les candidats à cette table ronde, il semble possible d'émettre l'idée que être entrepreneur, c'est plus un état d'esprit qu'un statut.